Je suis Anne-Lise Vinciguera et je suis directrice d'une association qui est située à Toulouse et qui s'appelle La Petite et qui travaille sur l'égalité des genres dans le secteur culturel. Le secteur a pris conscience au moment du premier rapport de Rennes-Prat qui était en 2006, déjà qu'il y avait un problème d'inégalité dans l'accès aux moyens de production, dans l'accès aux postes à responsabilité. Ça a été la première prise de conscience où on a commencé à se rendre compte que les formes finalement visibles sur nos écrans, sur nos scènes, c'était des formes qui étaient à 80% créées par des hommes. Je pense que là, il y a eu une première prise de conscience, en tout cas, il y a eu un constat. Ensuite, il y a eu le deuxième rapport de Rennes-Prat quelques années plus tard, et on a été encore plus nombreux et nombreuses à partager le constat et à déplorer la situation. Sauf que, encore aujourd'hui, quand on regarde les dernières études qui sont sorties, on se rend compte que les chiffres n'avancent pas ou avancent très peu. On est toujours à 16% des scènes de musique actuelle dirigées par des femmes. On est toujours à 27% des moyens de production en spectacle vivant qui sont destinés à des équipes artistiques dirigées par des femmes. Donc, ça veut dire qu'on est toujours en fait dans ces rapports-là. Et de manière globale, on est toujours dans un rapport de 80-20, alors qu'on est dans des métiers qui sont quasiment mixtes. Et qu'ensuite, on est aussi dans un secteur dans lequel 60% des étudiants et étudiantes des écoles supérieures d'art en France sont des étudiantes. 60%. Et on se retrouve très très vite, entre 5 et 10 ans après, avec finalement plus que 30% dans certains secteurs, voire 20% dans d'autres, de ces personnes qui sont mises en visibilité et qui ont continué dans ces métiers-là. Donc ça veut bien dire que le constat est là, les chiffres pour objectiver le constat sont là. Néanmoins, la mise en action ne semble pas être là. Alors, il y a un certain nombre de mises en action qui sont faites, notamment sous l'égide de Agnès Sall, la haute commissaire à l'égalité. On peut citer l'exemple du CNC qui a mis en place une conditionnalité à ces aides sur l'égalité, donc une éga-conditionnalité avec la présence de femmes dans les équipes de tournage, etc., qui donne lieu à des bonus. Il y a aussi la mise en place, toujours pareil, grâce au CNC et au ministère de la Culture, de formation obligatoire à la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Donc ça, je donne cet exemple-là parce que c'est un endroit où il y a une action volontariste vraiment qui a été faite. Il y a le collectif 50-50 aussi pour le cinéma qui travaille beaucoup en ce sens. Après, on se rend compte que tout le monde partage le constat, quasiment tout le monde a le discours. C'est vrai que c'est devenu rare. Enfin, moi, j'ai vraiment vu une évolution dans les 5 dernières années. C'est devenu rare d'avoir un responsable de structure qui vous dit qu'il n'y a aucun problème. Il y a plus grand monde qui ose dire qu'on ne peut pas programmer des femmes parce qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le pensent, mais il y en a de moins en moins qui osent le dire. Et en tout cas, on partage le constat, on a le discours. Tout le monde a compris dans nos métiers que c'était le discours qu'il fallait avoir. Ceci dit, on est quand même sur quelque chose de notre point de vue à la petite qui est encore très en surface, puisque les chiffres ne bougent pas. Donc l'intention est belle, mais tant que les chiffres n'auront pas bougé, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Donc nous, ce qu'on a choisi comme modalité d'action, c'est la transformation des pratiques. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces chiffres, sur ces constats et sur des méthodologies qui sont issues de l'éducation populaire, de l'intelligence collective notamment, pour vraiment mettre les personnes en action, prouver par l'exemple que l'action est possible et donner voilà, des savoir-faire, des outils, partager des outils pour pouvoir mettre en place le changement à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Si on travaille sur la question de comment est-ce qu'on peut intégrer ça, cette notion de leadership féministe ou de management féministe dans nos structures, c'est déjà, on va être plus à même de mener ce travail si on a conscience des expériences vécues et des attitudes qu'on peut avoir, nous, dans nos équipes, en tant que dirigeante, en tant que membre d'une équipe, et sur lesquelles on veut travailler. Nos expériences vécues, nos attitudes en matière de pouvoir et de privilèges. Comment ces identités vont influer sur la façon dont on va appréhender les questions de genre, sur la façon dont on va entrer en relation avec les autres et sur la façon dont on va être perçu.
Après, du point de vue de l'organisation, la culture interne est définie par les individus, mais elle possède aussi ses propres systèmes et ses pratiques de pouvoir et de privilèges. Donc, la façon dont une organisation est structurée, les processus qu'elle utilise, tout ça, ça va être une culture interne de l'organisation que nous proposons d'observer au prisme du genre, en fait, en prenant les lunettes du genre. Est-ce que dans nos équipes, il y a des personnes qui sont minorisées dans le champ social? Quel poste occupent ces personnes dans notre organisation? Quelle voix on écoute de manière régulière? Quels sont les groupes, quels sont les individus qui ont le pouvoir d'influer, de prendre des décisions, alors de manière formelle ou de manière informelle aussi, hein. Quels sont les réseaux de pouvoir informels qui sont en jeu? Quel type de comportement, quel type d'interaction on met en valeur? En gros, la première question à se poser, en tout cas c'est comme ça que nous essayons à la petite de travailler, c'est de se dire quels sont les rapports de domination, les rapports de pouvoir qu'on identifie déjà dans notre organisation de travail. Est-ce que ces rapports sont justes et qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on trouve qu'ils ne sont pas justes, voilà, pour se mettre en action, pour les rééquilibrer, déjà tout simplement. Et là, je parle vraiment que du travail interne, hein, presque. Pour répondre sur leadership féminin, management féminin ou management féministe, il y a eu de l'actualité autour de ça, notamment au moment de la première période de pandémie, puisqu'il y a eu pas mal de presse qui a traité le fait que les pays dirigés par des femmes leaders avaient beaucoup mieux géré la pandémie parce que les femmes seraient soi-disant plus empathiques, plus dans le care, plus à l'écoute, etc. Alors effectivement, c'est intéressant, cette valorisation des leaders politiques femmes. Après, la première chose qu'on peut se dire, c'est que ce n'est pas des qualités intrinsèquement féminines qu'elles ont mises en action, c'est des qualités professionnelles qu'elles ont parce qu'elles ont dû travailler 10 fois plus pour en arriver là où elles sont aujourd'hui. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est que on pourrait se dire, oui, c'est féministe de valoriser le leadership au féminin. Or, le fait d'attribuer aux femmes des qualités spécifiques, même si c'est pour les valoriser, c'est implicitement faire preuve du même fondement conceptuel finalement que le sexisme, c'est-à-dire une conception de la différence des sexes qui se pense dans la hiérarchie et qui ne se pense pas dans l'altérité. Donc, dire que les qualités des femmes sont supérieures ou meilleures que celles des hommes, ou le contraire, c'est encore et toujours perpétuer cette idée qu'un sexe est supérieur à l'autre. En plus, il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y ait un mode d'exercice du leadership qui soit différent chez les femmes et chez les hommes. En fait, on a des attendus effectivement liés aux stéréotypes de genre qui sont différents de la part notamment des subordonnés. On a des codes en fait qui sont différents. Mais pourquoi est-ce qu'on parlerait toujours de leadership au féminin et jamais de leadership au masculin? Parce que le leadership au masculin, c'est la norme. C'est ce qu'on appelle le masculin neutre. Donc, c'est aussi sur ces questions-là, notamment quand on accompagne des entreprises, qu'on travaille en se disant qu'est-ce que ça serait finalement un management ou un leadership qui serait tout simplement équilibré et qui serait ni au masculin neutre, ni dans un espèce de féminin complètement fantasmatique, fantasmé sur le care, parce que comme la collaboration, et c'est quelque chose qui est très à la mode dans les théories du management aujourd'hui, ce management collaboratif, le manager coach, etc., du coup, il y a une espèce de renversement où tout à coup, on valorise énormément, en tout cas les personnes qui écrivent sur ces questions managériales. Il y a plusieurs manuels de management même sur comment faire du management au féminin. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte de renversement finalement de ces valeurs, mais on est là encore et toujours dans cette question de la hiérarchisation entre les sexes et juste de se dire il y a une altérité, il n'y a pas forcément une hiérarchisation effectivement à avoir.